La première larme tomba sans un bruit, s'écrasant dans la saleté collante de la table de cuisine. Ce n'était pas le désordre qui la faisait pleurer, ni l'odeur aigre de ketchup séché et de tabac froid. C'était le silence. Un silence si profond, si lourd, qu'il semblait avoir absorbé des années de paroles non dites, de soupirs ignorés et de fatigue inexprimée. C'était le silence d'une maison habitée par deux autres personnes qui la voyaient sans jamais la regarder. Diane Cooper venait de franchir la porte d'entrée, le corps endolori par le trajet d'une heure en bus après une journée de travail de 9 heures. L'air lourd et vicié de la fin de journée à Wichita lui collait encore à la peau, mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était encore plus suffocante. La cuisine, qu'elle avait laissée impeccable ce matin-là, était devenue une véritable scène de chaos. La table, autrefois fièrement dressée, était maintenant un cimetière d'assiettes sales sur lesquelles des restes de nourriture séchaient, de tasses graisseuses et de verres poisseux. Des mégots de cigarettes étaient écrasés dans une soucoupe, et une flaque sombre et collante s'était formée sur le sol en linoléum, brillant sinistrement sous la lumière blafarde du néon. Une tasse renversée, auréolée d'un voile de café séché, gisait sur le côté, témoin muet de l'indifférence qui régnait en ces lieux. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, le dos encore endolori par l'étroitesse du siège du bus. Chaque matin, avant de partir, elle nettoyait cette cuisine. Elle essuyait les plans de travail, rangeait le dîner de la veille, s'assurait que tout était prêt pour la journée. Elle avait même préparé le petit déjeuner pour Robert, son mari, qui ne commençait son travail qu'à 10 heures, et pour Anna, leur fille de 22 ans, dont le service à l'épicerie ne débutait qu'en milieu d'après-midi. Pourtant, rien n'avait changé. Non, c'était pire. Tout avait changé, mais pour le pire. Cette vision brisa quelque chose en elle. Lentement, elle laissa tomber son sac à main sur une chaise déjà encombrée de linge propre qui attendait d'être plié. Elle s'assit lourdement sur une autre, le bord du siège lui cisaillant les cuisses. Ses mains tremblaient tandis qu'elle enfouissait son visage dedans. Les larmes, chaudes et amères, glissaient entre ses doigts et tombaient sur la toile cirée sale. Elle ne pleurait pas seulement parce que la maison était en ruine. Elle pleurait parce qu'elle avait un mari et une fille, et pourtant elle vivait comme si elle était tragiquement, complètement seule. Cette pensée était aussi tranchante qu'un éclat de verre. Personne dans cette maison ne voyait son épuisement. Personne ne lui demandait jamais si elle allait bien, si son dos lui faisait mal à force de porter de lourds sacs de course, ou si son esprit se sentait vide à cause de cette routine interminable et ingrate. Pour eux, elle était une machine. La machine qui cuisinait, lavait, pliait, récurait et assurait le bon fonctionnement invisible de leur univers. Robert se considérait toujours comme le soutien de famille, un titre qui, selon lui, l'exemptait de toute autre responsabilité domestique. Mais à quoi servait son salaire quand il était incapable de laver une seule assiette ou de passer un simple coup de balai ? Il pouvait nommer toutes les marques de bière du supermarché, mais il n'aurait su dire quand, pour la dernière fois, il avait demandé à sa femme comment s'était passée sa journée. Et Anna, sa fille unique, une adulte maintenant, se comportait comme si le passage à l'âge adulte signifiait une absence totale de responsabilité. Elle travaillait à temps partiel à la caisse d'une épicerie, mais ne contribuait jamais d'un seul centime aux charges du ménage. Son argent était dépensé en cosmétiques, en vêtements, en gadgets dernier cri, tandis que les factures d'électricité et d'eau étaient laissées sur la table pour ses parents. Plus que l'argent, c'était son mépris qui blessait Diane. Anna ne cuisinait jamais, ne nettoyait jamais, ne mettait même pas son propre linge sale dans le panier. Elle laissait une traînée de désordre derrière elle, comme une reine indifférente à son royaume en décomposition. Les larmes de Diane redoublèrent, sa poitrine se serrant comme si le chagrin l'étranglait. Le désordre qui l'entourait n'était que le reflet matériel de sa vie intérieure. Elle avait depuis longtemps cessé d'espérer que Robert ou Anna lui proposent leur aide. Ce qui la blessait au plus profond de son être, ce n'était pas le travail acharné, mais l'invisibilité. Il la traitait comme une servante. Une servante dans sa propre maison. Elle s'essuya le visage du revers de la main, son regard balayant la pièce. La désolation s'étendait au-delà de la cuisine. Dans le salon, des vêtements jonchaient le sol, chaussettes et chemises jetées négligemment sur le canapé. Leur chambre conjugale, autrefois un sanctuaire, n'était plus qu'un champ de bataille de désordre, avec des draps emmêlés et sales. La chambre d'Anna était encore pire, des sous-vêtements traînaient sur le tapis,
les portes du placard béaient, révélant des piles de vêtements qui se déversaient comme une avalanche. La maison était bruyante de silence. Robert rentrerait bientôt, en grommelant à propos du dîner, laissant ses chaussures pleines de boue dans le couloir, et allumant la télévision avant même de lui avoir adressé un mot. Anna passerait en coup de vent, écouteurs dans les oreilles, le visage illuminé par son téléphone, sans jamais remarquer les yeux rougis et gonflés de sa mère. Pendant un long moment, Diane laissa sa tête reposer sur le bord de la table, ses larmes trempant une serviette en papier qui aurait dû être jetée depuis des jours. Elle repensa à toutes les années qu'elle avait consacrées à ce foyer, à cette famille, et se demanda comment elle en était arrivée là. Une femme mariée, mère d'une fille, et pourtant plus seule que jamais. Dans cette cuisine, entourée par la crasse née du mépris des autres, Diane Cooper ressentait le poids écrasant d'une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle ne vivait pas. Elle survivait. Et à cet instant, ses larmes ne provenaient plus seulement de l'épuisement. Elles naissaient de la conscience aiguë et douloureuse que quelque chose devait changer radicalement. Elle ne savait pas encore comment ni quand, mais la graine de la rébellion venait d'être plantée. Diane leva la tête, son regard se perdant dans le chaos ambiant. Spontanément, son esprit s'évada, fuyant la laideur du présent pour se réfugier dans le passé, à une époque où la vie semblait pleine de promesses. Robert n'avait pas toujours été ce fardeau sur ses épaules. Elle se souvint de leur première rencontre, lors d'une fête sur le campus pendant leur première année à l'université d'État de Wichita. L'air sentait la bière bon marché et la pizza, et la musique était assourdissante. Mais le rire de Robert avait percé le vacarme, un son clair et joyeux. Il était grand, décontracté, toujours prompt à plaisanter. Leurs regards s'étaient croisés et ils avaient fini par discuter dans un coin, parlant de leurs cours, de leurs films préférés, de leurs rêves pour l'avenir. Il avait semblé s'y intéresser, si présent. Les longues promenades nocturnes sur le campus étaient devenues leur rituel. Ils partageaient des secrets, des peurs et des espoirs. Robert était alors attentif, prévenant, toujours prêt à lui prendre la main ou à la faire rire. Leur mariage avait eu lieu 1 an plus tard, une cérémonie modeste mais débordante de joie. Ils étaient jeunes, pauvres et follement optimistes. Après la naissance d'Anna, la vie avait changé, mais ils formaient une équipe. Ils couraient à l'épicerie après le travail, la surprenant parfois avec des fleurs. Ils faisaient la vaisselle, et parfois même cuisinaient son fameux ragoût, fiers des compliments qu'elle lui faisait. Mais ces années dorées s'étaient érodées lentement, presque imperceptiblement. Le travail, la fatigue, la routine. Les excuses de Robert étaient devenues de plus en plus fréquentes. « Ce n'est pas un travail d'homme, disait-il. Ou, tu sais mieux faire que moi. » Ses mains, qui l'aidaient autrefois, ne cherchaient plus que la télécommande ou une bouteille de bière. Les rires avaient été remplacés par des grognements et le bourdonnement incessant de la télévision. Anna, en grandissant, était devenue une tornade d'égoïsme adolescent. Les disputes étaient devenues quotidiennes. Diane avait supplié Robert d'intervenir, de fixer des limites, mais il avait haussé les épaules. « C'est toi la mère. Gère ça. » La distance entre eux s'était creusée, devenant un gouffre. Assise dans sa cuisine en désordre, la douleur de ces années perdues était plus vive que jamais. L'amour qu'il avait autrefois porté avait disparu, remplacé par la dure réalité, elle n'était plus qu'une ombre, une fonctionnaire de sa propre maison. L'odeur de viande trop cuite flottait dans l'air lorsque Robert rentra. Il laissa tomber ses bottes dans le couloir et se dirigea vers la cuisine. « Le dîner est prêt », grommela-t-il en ouvrant une bière. Il n'attendit pas de réponse. Diane fit glisser une assiette vers lui. Il baissa les yeux et fronça les sourcils. Ça a l'air sec. Anna entra un instant plus tard, le nez sur son téléphone. Elle piqua la viande avec sa fourchette et grimaça. Sérieusement, maman, tu n'assaisonnes jamais assez. Tu ne goûtes pas avant de servir ? La poitrine de Diane se serra. Elle avait passé sa journée debout, fait les courses, préparé le repas qu'il critiquait maintenant sans ménagement. Une pensée soudaine, vive et terrifiante, la traversa. Et si je n'étais pas là ? Que se passerait-il si, un jour, je disparaissais ? La réponse fut immédiate et silencieuse. Ils ne sauraient pas comment survivre. Le rythme fragile de leur vie, qu'elle maintenait à bout de bras, s'effondrerait en quelques jours. Pourtant,
aucun d'eux ne semblait en avoir la moindre conscience. Elle se leva et débarrassa leurs assiettes à peine terminées. Devant l'évier, l'eau coulant sur la vaisselle sale, une certitude glaçante s'empara d'elle. L'idée de partir, de rompre ce cycle infernal, avait germé. Et tandis que Robert aboyait depuis le salon, « N'oublie pas de m'apporter une autre bière », Diane sut que la femme qu'elle avait été était en train de mourir, et que celle qu'elle devait devenir l'attendait, quelque part, au-delà des murs de cette maison étouffante. Le lendemain matin, Diane arriva au bureau avec la même lourdeur dans le cœur. Peu après son arrivée, son superviseur, M. Andrew, un homme habituellement gentil, lui demanda de venir dans son bureau. Son estomac se noua. « Diane », commença-t-il d'une voix désolée, « l'entreprise traverse une période difficile. Nous devons procéder à des licenciements. » Les mots flottaient dans l'air, lourds et pourtant, étrangement, Diane ne ressentit ni panique, ni honte. « Cependant, poursuivit-il, si vous êtes prête à rédiger une lettre de démission, nous la considérerons comme volontaire. En échange, nous vous verserons l'intégralité de votre dernier salaire aujourd'hui même. » Une vague de libération inattendue la submergea. Le travail qui l'enchaînait à l'épuisement, qui la forçait à rentrer chaque soir dans cette maison sans joie, pouvait disparaître. Maintenant. Très bien, dit-elle avec un calme qui la surprit elle-même. Je vais la rédiger tout de suite. 1 heure plus tard, elle sortait du bâtiment, une enveloppe contenant son chèque de paie dans son sac. Le soleil brillait, pour la première fois depuis des années, le poids sur sa poitrine semblait s'être allégé. Elle se tenait sur le trottoir, au milieu de l'agitation de la ville, non pas terrifiée, mais légère. Elle venait d'obtenir la preuve que l'évasion était possible. Ce qu'elle transportait dans son sac n'était pas seulement de l'argent. C'était une permission. La permission d'imaginer une autre vie. Quand Diane rentra ce soir-là, la maison était dans un état encore plus lamentable. Les assiettes du petit déjeuner étaient toujours dans l'évier. Des miettes jonchaient le plan de travail. La veste de Robert était jetée sur une chaise. C'était comme si la maison elle-même attendait son retour pour être sauvée. Mais ce soir, quelque chose avait changé en elle pour de bon. Ignorant le désordre, elle se dirigea directement vers sa chambre. Elle en sortit un sac de sport, celui qu'ils utilisaient pour des escapades en week-end qui n'avaient plus eu lieu depuis une éternité. Méthodiquement, elle y plaça quelques vêtements, sa trousse de toilette, son portefeuille et une chemise contenant ses documents importants. Le sac n'était pas lourd, mais chaque objet qu'elle y plaçait était une déclaration, « Je compte. Et je m'en vais. » Sur la table de la cuisine, elle laissa un simple mot, écrit en lettres capitales, « Je suis partie. » Ne m'attendez pas. Sans un regard en arrière, elle se glissa dehors. L'air du soir l'enveloppa. À la gare routière, le tableau des horaires clignotait. Elle choisit une destination au hasard, une petite ville dont le nom lui semblait doux et lointain, Val-Tranquille. Elle acheta un aller simple avec l'argent de sa dernière paie. Assise près de la fenêtre du bus, elle regarda les lumières de Wichita s'éloigner jusqu'à se fondre dans l'obscurité. Il n'y avait aucune peur en elle, seulement une étrange épurephorie. À l'aube, le bus arriva à Val-Tranquille. Les rues étaient presque désertes, baignées de la lumière dorée du petit matin. L'air sentait la rosée et la terre fraîche. C'était un calme dont elle avait oublié l'existence. Elle descendit sur le trottoir, son sac à la main, et prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des décennies, personne n'attendait rien d'elle. Elle trouva un petit motel modeste et loua une chambre pour 3 nuits. La chambre était simple, mais pour Diane, elle était luxueuse. Les draps étaient propres, l'air était pur. Elle était seule. Après une douche, elle se rendit dans un petit restaurant qu'elle avait repéré. Elle commanda un café et des crêpes et savoura chaque bouchée. Elle mangeait pour elle, à son propre rythme. C'était comme des vacances. Son téléphone vibra sur la table. Un message de Robert. Puis un d'Anna. « Où es-tu ? La maison est en désordre. Anna a faim. Reviens tout de suite. » Le ton n'était pas celui de l'inquiétude, mais celui du droit bafoué. Un autre message arriva, d'Anna cette fois, « Papa dit que tu ferais mieux d'arrêter tes bêtises. Je n'ai pas de vêtements propres pour aller travailler. Merci beaucoup. »
Un rire sec et amer lui échappa. Pas un seul message ne demandait si elle allait bien. Pas un seul. Lentement, elle tapa une réponse à sa fille, « Tu es une adulte. Apprends à te débrouiller. » Puis elle éteignit son téléphone, le glissa dans son sac et retourna à son café. Dehors, le soleil brillait. Diane leva sa tasse, savourant la chaleur, savourant le silence. Elle était libre. Les jours suivants, Diane explora Val tranquille. Elle arpenta les rues, visita le petit musée local, alla même au cinéma en plein après-midi, seule, mangeant du pop-corn. Chaque soir, en rentrant à son motel, elle s'étirait sur les draps propres et pensait « Voilà ce que c'est, la paix ». Cependant, la réalité financière la rattrapa. L'argent de son dernier salaire diminuait rapidement. Un matin, en passant devant un café chaleureux, elle remarqua une affiche sur la porte « Recherche aide en cuisine ». La curiosité la poussa à entrer. Le directeur adjoint, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Edward Parker, lui expliqua les tâches avec une gentillesse qui la désarma. C'était un travail qu'elle connaissait par cœur, mais cette fois, elle serait payée pour le faire. « Quand pourriez-vous commencer » demanda-t-il. « Aujourd'hui, si vous voulez » répondit-elle sans hésiter. Travailler au « Chêne doré » transforma la vie de Diane. Elle n'était plus invisible. Edward la remerciait pour son travail. Les clients lui souriaient. Elle se sentait utile, mais surtout, elle se sentait appréciée. Avec ses premiers salaires, elle quitta le motel pour louer un petit appartement au-dessus d'une librairie. C'était minuscule, mais c'était son sanctuaire. Elle le décora avec des objets trouvés dans des brocantes, des couleurs vives, des plantes. Pour la première fois, elle avait un chez-soi qui lui ressemblait. Elle se lia d'amitié avec la libraire, une femme plus âgée nommée Clara, qui lui prêtait des livres. Les soirs, après son service, Diane s'installait dans son fauteuil avec une tasse de thé et un roman, le silence de l'appartement n'étant rompu que par le bruit des pages qu'elle tournait. Elle avait rallumé son téléphone, mais les messages de Robert et Anna s'étaient fait plus rares. Remplacés par des questions pratiques sur le paiement des factures ou le fonctionnement de la machine à laver. Elle y répondait sobrement, sans émotion. 1 an plus tard, Diane était une femme transformée. Les rides de fatigue sur son visage s'étaient adoucies, remplacées par un sourire serein. Edward, impressionné par son éthique de travail et ses talents culinaires insoupçonnés, lui avait proposé de prendre en charge la préparation des pâtisseries du matin. Ses scones et ses muffins devinrent rapidement célèbres dans toute la ville. Un soir, alors qu'elle fermait le café avec Edward, il lui dit « Diane, vous avez apporté une lumière à cet endroit. Je suis heureux que vous ayez franchi cette porte ce jour-là. » Ces mots la touchèrent profondément. Ce soir-là, en rentrant dans son appartement douillet, elle s'arrêta devant le miroir. Elle vit une femme de 49 ans, les cheveux parsemés de quelques fils d'argent, mais dont les yeux brillaient d'une force nouvelle. Elle n'était plus une servante. Elle n'était plus invisible. Elle était Diane. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, elle était profondément, véritablement heureuse. Elle ouvrit la fenêtre, laissa l'air frais du soir entrer, et sourit. Le silence qui l'entourait n'était plus un poids, mais une douce mélodie. La mélodie de sa propre vie, enfin reconquise.